Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Vous vous rendez compte que la dernière fois que les Spurs ont joué les Knicks pour le titre, Victor Wembanyama n'était même pas encore né. Jalen Brunson avait 2 ans, Michael Jordan venait de quitter la ligue, et 27 ans après, on retombe sur la même affiche en finale NBA. Bonjour la nostalgie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter pourquoi cette finale 2026 ressemble pour moi à une vraie faille temporelle. Cette vidéo-là, c'est pas vous qui l'avez choisie sur Instagram, c'est moi qui l'ai sélectionné, qui ai choisi le sujet parce que j'avais justement envie de me faire un petit kiff en mode revival. Par contre, le sondage pour la prochaine grosse vidéo est déjà en ligne là-bas, avec 6 sujets que vous pouvez choisir. Donc go me suivre sur Insta si c'est pas encore fait, rejoignez le canal et faites parler votre voix. Puis tant qu'on y est, abonnez-vous ici aussi sur cette chaîne, parce que entre les finales, la draft et la free agency, je vous promets, on va pas s'ennuyer. Mais ouais, ce Spurs Knicks là, c'est pas juste une affiche sympa à ressortir des archives. On va replonger dans la NBA de 1999, l'après Jordan, le lockout, Internet à l'ancienne, Duncan qui arrive déjà comme un patron, le run improbable des New-Yorkais, Latrell Sprewell, Alan Houston, Larry Johnson, bref, tout un vieux monde NBA qui revient d'un coup à la surface. Et franchement, si vous avez découvert la NBA après 2010, ouvrez grand vos oreilles, parce que cette histoire est folle. Alors installez-vous bien, nous on lance ça tout de suite. Bon, fermez les yeux 2 secondes et essayez de vous replonger dans l'ambiance de 1999. Pas de smartphone dans la poche, pas de notification, pas de highlight 3 minutes après un buzzer beater. Internet existe déjà bien sûr, mais c'est pas l'outil qu'on connaît aujourd'hui. Moi je me rappelle encore actualiser des play-by-play sur l'ordi familial avec des pages qui mettaient parfois une éternité à charger. Quand t'étais fan NBA en France, tu ne consommais pas le basket, tu allais le chercher. Magazine, résumé télé, VHS, rares images récupérées comme un trésor. Les matchs avaient une rareté qu'on a presque oubliée aujourd'hui. Je m'en rappelle comme si c'était hier, et c'est là que je me rends compte que je suis plus tout jeune. La dernière fois que les Knicks ont joué les finales, Kobe était déjà là, mais il n'était pas encore une icône mondiale. LeBron avait 14 ans et devenait une star dans l'Ohio. Et sur le terrain, pareil, c'était pas du tout la NBA qu'on regarde aujourd'hui, ça jouait lentement, fort, très physique, les scores étaient bas, les intérieurs pesaient énormément, et un match de finale qui finissait à 78-77, à l'époque, ça choquait personne. Franchement, avec le recul, t'as l'impression que c'était même pas le même sport. Aujourd'hui, vous avez Wembanyama, Brunson, le spacing, les tirs à 8 mètres, les débats instantanés. En 1999, tout avançait plus lentement, et pourtant, au milieu de ce monde qui paraît préhistorique pour certains, il y avait déjà les Knicks et les Spurs. San Antonio cherchait encore son premier titre, porté par Tim Duncan, 23 ans, et David Robinson. Les Spurs n'étaient pas encore une dynastie, ils étaient en train d'écrire leur premier chapitre. Et avant d'aller plus loin, faut quand même rappeler dans quel bazar cette saison 1999 se joue. La NBA ne démarre pas en octobre comme d'habitude, elle est bloquée par un lockout, une grève qui commence le 1er juillet 98 et ne se termine qu'en janvier 99. Pendant plus de 6 mois, plus rien, rideau, pas de vraie pré-saison, pas de camp d'entraînement normaux, pas de transfert, pas de NBA classique. La saison commence finalement le 5 février avec seulement 50 matchs au lieu de 82. Même le All-Star Game est annulé. Donc ouais, déjà, faut en être conscient, la saison commence complètement de travers. Le conflit tourne surtout autour de l'argent. Les propriétaires veulent reprendre le contrôle, les joueurs refusent de porter seuls le poids d'une ligue qui grandit, et le deal final change l'économie NBA, avec des salaires maximum et une rookie scale plus stricte qui apparaissent après des négociations interminables avec le syndicat. Puis niveau image en plus, le timing est complètement horrible. Jordan vient de gagner son 6e titre puis annonce sa retraite en janvier 1999. La NBA perd son visage mondial au moment où elle se déchire publiquement pour de l'argent. Pour les fans, c'est froid, presque illisible. Les finales 99 feront beaucoup moins d'audience que les dernières finales avec Jordan. La NBA comprend qu'elle n'est pas intouchable. Et quand la saison reprend direct, ça se voit qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Camp d'entraînement raccourci, préparation compressée, calendrier violent, avec 50 matchs à caser en un peu plus de 3 mois. Le basket est dur, lent, parfois franchement moche, autour de 91 ou 92 points par équipe. C'est pas une saison classique, c'est une espèce de sprint dans le brouillard. Et au milieu de tout ça, une question existentielle revient tout le temps. Qui va récupérer la ligue après Jordan? Shaq est déjà dominant, Kobe arrive, Iverson explose, Vince Carter débarque, mais personne ne remplace Jordan. La NBA est orpheline, et forcément le parallèle avec 2026 existe. LeBron, Curry et Durant approchent de la sortie, pendant que Wembanyama devient l'un des visages du futur. Je trouve qu'en termes de changement d'air, il y a des petits points communs quand même. Par contre, beaucoup plus qu'aujourd'hui, cette transition en 1999 se fait complètement à l'aveugle. Personne alors n'a une idée claire de la direction que va pouvoir prendre la ligue sans Jordan. Et dans ce bordel ambulant, l'équipe qui s'en sort le mieux, c'est San Antonio. Comme
comme souvent depuis. Les Spurs terminent avec 37 victoires pour seulement 13 défaites, meilleur bilan NBA. Rapporté à une saison complète, on est sur un rythme d'environ 61 victoires. Donc non, c'est pas juste un champion bizarre avec une astérisque, comme on dit souvent. C'est une vraie grosse équipe, et surtout, leur campagne raconte beaucoup de choses. Ils commencent à 6-8, puis derrière, ils gagnent 31 de leurs 6 dernières rencontres. En gros, il faut 2-3 semaines pour que la machine se règle, et ensuite, ça devient hyper sale. Aujourd'hui, on le sait, c'était purement et simplement le début des grands Spurs qu'on connaîtra après. Mais à l'époque, personne ne sait encore que San Antonio va devenir une franchise modèle. Par contre, tout est déjà là. Une défense monstrueuse, un coach obsessionnel en la personne de Greg Popovich, des vétérans qui connaissent leur rôle et Tim Duncan. Deuxième saison NBA, déjà plus de 21 points, plus de 11 rebonds, plus de 2 contres, All NBA First Team, All Defensive First Team, 3ème du vote MVP. Le mec n'est pas en train d'apprendre à être grand, il est déjà dans le gratin mondial. Et ces stats, faut les ramener à l'époque aussi. 21 points en 1999, c'est pas du tout équivalent à 21 points aujourd'hui. En fait, la façon dont il arrive prêt et mature dans une ligue qui cherche un visage, c'est presque injuste. Un peu comme Victor encore une fois d'ailleurs. Et San Antonio ne construit pas ça en effaçant David Robinson. À 33 ans, il n'est plus le MVP athlétique de 1995, mais il reste énorme. Près de 16 points, 10 rebonds, plus de 2 contres, une présence défensive gigantesque. Et surtout, il accepte désormais que l'avenir passe par Duncan. Il ne disparaît pas, il change de rôle. Les Spurs, c'est ça qui fait leur identité. Ils se respectent les uns et les autres, ils ne cherchent pas le beau jeu, par contre, ils viennent pour étouffer leurs adversaires. Ouais, défensivement, c'est une horreur de jouer face à San Antonio. Moins de 85 points encaissés par match, meilleur defensive rating de la ligue, peinture fermée, rebond verrouillé, attaque forcée à travailler pendant 20 secondes pour trouver un tir correct. Dans une saison post-lockout où beaucoup d'équipes manquent de rythme, cette stabilité vaut de l'or. Les Spurs ne subissent pas le chaos qu'a provoqué la situation, non, ils l'utilisent à leur avantage. Une hiérarchie claire, peu d'ego et surtout 2 intérieurs qui rendent la vie impossible à tout le monde. C'est fort. Petit big up à Greg Popovich quand même, à une époque où on avait du mal à associer 2 joueurs au même poste, ce qui était le cas de Duncan et Robinson à la base, parce que je le rappelle, au départ, à Wake Forest, Tim Duncan a été formé comme un pivot. Mais lui a été précurseur. Avant tout le monde, il a cru au basket de rôle avant de croire au basket de poste, et force est de constater aujourd'hui que ça a porté ses fruits. Bref, on réduit souvent cette saison 1999 à une saison entre parenthèses, ça n'empêche pas les Spurs de rouler sur toute la ligue. À New York par contre, l'ambiance est beaucoup moins claire. Les Knicks ressemblent à une équipe rafistolée, nerveuse, vieillissante, avec du talent oui, mais aussi avec beaucoup de trucs qui grincent. Ils finissent à 27 victoires pour 23 défaites, 8ème de l'Est. Sur 82 matchs, ça donne à peu près un rythme de 44 victoires. Donc c'est pas nul, mais personne ne regarde cette équipe en se disant eux, ils vont finir en finale NBA. La plus grosse fissure, évidemment, à cette époque-là, elle s'appelle Patrick Ewing. Ewing a 36 ans, il reste le symbole absolu des Knicks, mais son corps commence à lâcher. Ce n'est plus le Ewing qui portait New York avec la même autorité physique, ce n'est plus le parrain, la bête sauvage. Les blessures s'accumulent et on sent que la franchise est en fin de cycle. Et là, c'est pas une fin de règne avec des violons type romantique, non, c'est beaucoup plus chaotique. Autour du Ewing, les Knicks bricolent comme ils peuvent pour survivre encore un peu. Ils récupèrent Latrell Sprewell, Marcus Camby et Kurt Thomas. Sur le papier, il y a du talent, de l'énergie, de la défense, mais ça sent aussi l'équipe monter avec des paris. Sprewell, par exemple, arrive avec une image fracassée après l'affaire PJ Carlesimo, son ancien coach qu'il a essayé d'étrangler. Sportivement, il y a un truc, c'est réel, mais humainement et médiatiquement, dans une ville comme New York, personne ne sait si ça peut tenir. Le cas Sprewell, c'est presque un film à lui tout seul. Pourtant, son énergie colle presque parfaitement à l'ADN du Madison Square Garden. New York, à cette époque, c'est une équipe de bagarreurs, dure, rugueuse, tendue, façonnée par les rivalités de l'Est contre Chicago, Indiana et Miami. L'image qui résume tout, c'est le coach Jeff Van Gundy accroché à la jambe d'Alonzo Mourning, l'adversaire, pendant une bagarre l'année précédente. Sérieusement, il y a peu d'images plus Knicks que ça. Du coup, c'est rugueux, ça défend fort, oui, mais en attaque, c'est beaucoup moins sexy. Les Knicks marquent autour de 86 points par match, ils gagnent en ralentissant tout, en défendant, en grattant. Alan Houston est élégant, mais pas encore All-Star. Larry Johnson n'est plus le monstre athlétique qu'il était à Charlotte, avec son dos brisé, son surnom de grand mama lui va comme un gant. Les Knicks sont une équipe dure, mais offensivement, faut aimer les soirées à 79 points. Et on va être honnête, jamais dans cette saison régulière, ils n'auront réussi à vendre du rêve. Ils accrochent les playoffs par la petite porte, 8ème à l'Est. À l'époque, aucun 8ème seed n'a jamais atteint les finales NBA, donc avant les playoffs, New York n'a pas l'image d'un monstre endormi, plutôt celle d'une équipe cabossée, fière, dangereuse sur un match, mais trop bancale pour aller au bout. Une star historique usée, des paris compliqués, une attaque limitée, beaucoup de cicatrices. Mais parfois, les équipes les plus intéressantes ne sont pas toujours celles qui arrivent avec tous les voyants au vert. Ce sont celles qui ont des boss partout et qui refusent de disparaître. Et justement, à ce moment-là, les playoffs arrivent et ces Knicks, ça devient autre chose. Pas forcément une meilleure équipe sur le papier, mais une équipe avec une âme, plus dure, plus dangereuse. Il faut rappeler qu'en 1999, le premier tour se joue encore au meilleur des 5 matchs. Donc pour un seed 8, l'exploit est un peu plus accessible qu'aujourd'hui. Mais la tension est aussi immédiate. Tu n'as pas le temps de t'installer. Tu perds 2 matchs, t'es quasiment mort. Et New York tombe directement sur
sur Miami, le seed numéro 1 de la conférence Est. La mission semble impossible, mais à cette époque-là, la rivalité entre les Knicks et le Heat, elle est violente, vraiment violente. Miami a éliminé New York en 1997, New York s'est vengé en 1998, en 1999 c'est le troisième acte. En face, le Heat a Alonzo Mourning au sommet, Defensive Player of the Year, presque 21 points, plus de 11 rebonds, presque 4 contres, Tim Hardaway, PJ Brown, Jamal Mashburn, Dan Majerle, Pat Riley sur le banc. Sur le papier, Miami doit passer, y a pas d'hésitation possible. Sauf que les Knicks arrivent à ce premier tour avec zéro complexe, et c'est peut-être leur plus grande force. Ils traînent Miami exactement là où ils veulent, dans la boue, dans le contact, dans les possessions lentes, dans les matchs qui deviennent irrespirables. Les scores racontent tout. New York gagne le Game 1, Miami répond au Game 2, les Knicks reprennent l'avantage et le Heat force un Game 5. Et dans le match décisif, on arrive dans les dernières secondes avec Miami devant 77-76. Il reste environ 4 secondes. Alan Houston reçoit la balle côté droit, attaque, déclenche un flotteur tout doux. La balle tape le cercle, monte, hésite et retombe dedans à 0,8 secondes de la fin. Ce tir, franchement, il change toute la narrative. Il efface toute la saison régulière pourrie. À cet instant, Alan Houston ne met pas juste un panier, il sort la tête de série numéro 1. New York gagne 78-77 à Miami et devient seulement la deuxième équipe 8ème à sortir un numéro 1 au premier tour après Denver contre Seattle en 1994. Sauf que les Knicks, eux, ne vont pas s'arrêter là. Le tir de Houston, c'est pas le sommet, c'est la porte qui s'ouvre. Parce qu'ensuite, au deuxième tour, il y a Atlanta. On en parle moins de cette série, mais elle compte quand même. Atlanta, c'est le seed 4 avec Mutombo, Steve Smith, Mookie Blaylock, une équipe pénible, défensive, expérimentée, et New York les sweep 4-0, 2 victoires à l'extérieur, 2 au Garden. C'est pas du basket champagne, mais c'est efficace. La win contre Miami a relancé ses Knicks, et après Atlanta, New York commence à y croire pour de vrai. Le Garden redevient la caisse de résonance qu'on connaît. Après ça, finale de conférence face à Indiana. Et là, c'est une autre paire de manches. Les Pacers sont seed numéro 2, entraînés par Larry Bird, avec Reggie Miller, Rick Smith, Mark Jackson, Jalen Rose, Antonio et Dale Davis, Chris Mullin, et surtout c'est une autre rivalité brûlante. Knicks Pacers dans les années 90, c'est Reggie Miller contre le Garden, le choke sign, les matchs au couteau. New York vole le Game 1 à Indiana, les Pacers répondent au Game 2, et là, énorme coup dur, Patrick Ewing se blesse au tendon d'Achille, sa campagne est terminée. Le totem des Knicks, la légende de New York, le plus grand symbole, se blesse au pire moment possible. Mais à partir de ce moment-là, chaque membre du roster se transforme en guerrier. Le jeune Marcus Camby prend sa place dans le 5 et assure, Sprewell et Houston portent l'attaque, Larry Johnson serre les dents, Ward et Childs défendent comme des affamés, et dans le Game 3, au Garden, cette bande va offrir l'une des actions les plus mythiques de l'histoire de la franchise. Vous en avez forcément entendu parler au moins une fois dans votre vie, le fameux 4-point play. Indiana mène 91-88 dans les dernières secondes. Larry Johnson reçoit la balle derrière l'arc face à Antonio Davis. Il feinte, arme son tir, Davis le touche, le coup de sifflet arrive et LJ rentre quand même son shoot. Le Garden explose, puis il met le lancer. Knicks 92, Pacers 91. Et ce qui rend l'action encore plus belle, c'est que Johnson, avec ses blessures, a dû réinventer tout son jeu. Ça fonctionne. Pendant quelques secondes, il redevient le héros parfait d'un run totalement improbable. Bon, soyons honnêtes, la faute avait peut-être eu lieu un petit peu avant le tir, mais c'est aussi pour ça que cette action est devenue aussi culte. Par contre, malgré ce coup de poignard en plein cœur, Indiana ne meurt pas tout de suite. Les Pacers reviennent à 2-2, puis New York gagne le Game 5 à Indiana avant de terminer au Garden, 90-82 avec un Alan Houston à 32 points. Là c'est officiel, le 8ème seed de l'Est vient de sortir Miami, Atlanta, Indiana et devient la première équipe classée si bas à atteindre les finales NBA. Iconique. Voilà pourquoi on en parle encore du mythe de cette saison 27 ans plus tard. Dans la mémoire collective, les Knicks 99, c'est pas juste une équipe qui perd en finale, c'est ce tir d'Alan Houston à Miami, celui de Larry Johnson au Garden, Sprewell qui se refait une nouvelle vie, Camby qui prend de l'ampleur, Ewing blessé qui regarde tout depuis le banc, Van Gundy et ses poches sous les yeux, et surtout toute la ville de New York qui se remet à rêver alors que franchement plus personne n'osait y croire. Ça c'est pour la conférence Est, et pendant ce temps, à l'Ouest, Tim Duncan continue d'écraser tout le monde. Il domine pas de façon bruyante, pas de trash talk, pas de mise en scène permanente, pas de highlight, il prend sa position dos au cercle, il utilise la planche, il prend des rebonds, il défend et il recommence encore, encore et encore. C'est presque frustrant pour l'adversaire, parce qu'au premier regard, t'as même pas l'impression qu'il est si dominant que ça, mais tu te fais user possession après possession, et à la fin, pendant que ton équipe est en train de couler, tu regardes la feuille de stats et tu vois 28 points, 14 rebonds, une force silencieuse. Pour les Knicks, c'est exactement le pire profil à affronter sans Patrick Ewing. Marcus Camby est long, mobile, intéressant, mais encore jeune. Larry Johnson est courageux, mais son dos le limite. Kurt Thomas est dur, mais il manque de taille. Donc New York peut envoyer du contact, peut durcir les possessions, peut essayer de le pousser loin du cercle, mais sur la durée, il n'y a pas de vraie solution. Duncan reste calme, il sort pas de son match, il ne force pas le récit, il joue juste le bon basket, encore et encore. Et pendant les playoffs, dans la conférence Ouest, et encore plus en finale, il passe en mode patron absolu.
Sur la série, Duncan tourne à plus de 27 points, 14 rebonds et plus de 2 contres avec une grosse efficacité. Dans une finale aussi lente, aussi défensive, c'est monstrueux. Au Game 1, il pose direct le ton, avec 33 points et 16 rebonds. Au Game 4, il sort 28 points et 18 rebonds pour rapprocher San Antonio du titre. Au Game 5, dans un match fermé, il plante 31 points. Cette finale, il la tient entre ses mains. Et à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que c'est lui qui va devenir le nouveau visage de la NBA ? Le symbole est quand même fort. En 1998, le champion c'est Chicago et le MVP des finales c'est Jordan. En 1999, le champion c'est San Antonio et le MVP des finales c'est Duncan. On passe de Jordan, superstar mondial, icône publicitaire, visage absolu de la ligue, à Duncan, intérieur silencieux, spécialiste de la défense et des fondamentaux. Alors non, Duncan ne remplace pas Jordan, évidemment, mais il devient l'un des premiers piliers du monde d'après. En fait c'est ça, Duncan n'était que sophomore, mais faut vraiment réaliser la hauteur et la dinguerie de son niveau pour comprendre ce qui va se passer après. Parce que pour ces finales, les Knicks arrivent avec une ville entière derrière eux, une confiance énorme, des moments déjà mythiques, mais aussi avec beaucoup de kilomètres dans les jambes. Miami en 5 matchs, Indiana dans une guerre, Patrick Ewing sur le flanc, et ça, contre n'importe qui, c'est compliqué. Contre les Spurs de Duncan et Robinson, c'est juste impossible. Parce qu'en face, t'as une équipe de San Antonio qui va rien te donner gratuitement et qui va te faire taffer, notamment dans la peinture. Le contraste saute aux yeux dès les 2 premiers matchs. La série commence dans l'Alamo Dome, immense salle, presque démesurée pour du basket, avec près de 40 000 personnes pour le match 2, à l'opposé du Garden, qui lui est plus serré, plus théâtral. D'un côté, on a une franchise qui sent son premier titre approcher, de l'autre, une ville qui essaie encore de croire au miracle. Mais bon, le problème, c'est que le terrain rappelle vite que les miracles ont des limites. Lors du Game 1, San Antonio gagne 89-77 avec un Duncan étincelant. Sans Ewing, New York ne peut pas lutter. Le Game 2 est encore plus violent, 80-67. Les Spurs ferment la peinture, contrôlent le rebond, ralentissent le jeu. Houston et Sprewell doivent créer dans des espaces minuscules. New York est mené 2-0 et la série paraît déjà très mal embarquée. Mais cette team refuse de se laisser mourir aussi vite et c'est aussi ça qui la rend si attachante. Le retour à New York change l'atmosphère, le Garden est électrique, Houston, Sprewell, Camby, tous répondent présents, et les Knicks arrachent le Game 3 89-81. Donc non, cette finale n'est pas juste une promenade de santé pour les Spurs, New York résiste, New York rend la série vivante, et avec toute une ville derrière eux, pour la dernière fois, les Knicks croient au miracle. Sauf que survivre et dominer, c'est pas tout à fait la même chose. Les Knicks gardent la tête hors de l'eau avec l'énergie du Garden, les drives de Sprewell, les tirs de Houston, Camby qui saute partout, les Spurs eux contrôlent la peinture, le rythme, le rebond, et au Game 4, San Antonio reprend la main 96-89. Duncan est encore une fois énorme, les 5 titulaires de San Antonio marquent au moins 14 points, les Knicks dépendent de Sprewell et Houston, les Spurs eux peuvent compter sur tout le monde. Et là, au Garden comme ailleurs, on commence à s'en rendre compte, c'est la fin du conte de fées. New York avait la magie du parcours, San Antonio avait les certitudes, les Knicks avaient le Garden, l'émotion, les souvenirs, les Spurs avaient Duncan et Robinson. Pendant quelques semaines, les Knicks ont fait croire que tout pouvait arriver, puis de manière tout à fait cruelle, ils se sont confrontés à la réalité des Spurs. Et le Game 5, du coup, il devient plus qu'un match, c'est le match du titre. Avec le recul, ce qui fascine, c'est plus seulement le résultat, c'est tout ce que cette soirée raconte. Déjà, le score 78-77. Pour beaucoup d'entre vous, ça ressemble presque à un score d'une mi-temps de la NBA d'aujourd'hui. Mais en 1999, chaque possession est une bagarre, personne ne respire vraiment. Et ouais, toute la série, qui à l'époque s'effectuait sur un format 2-3-2, c'est pour ça que le match 5 a eu lieu à New York, s'est joué sur de tout petits scores. C'était comme ça le basket de l'époque. Pourtant, croyez-moi, c'est pas pour ça que ce Game 5 était chiant à suivre. Au contraire, il était super intense. Ce soir-là, New York refuse de mourir. Sprewell joue probablement le match de sa vie. 35 points, 10 rebonds, 25 points après la pause, donc 14 dans le dernier quart-temps. À chaque fois que les Knicks semblent décrocher, il les maintient debout. En face, Duncan continue son travail de métronome, sans paniquer. À chaque fois que son équipe a besoin de lui, il marque un panier. Puis arrive cette dernière minute qui est restée dans les livres d'histoire. Les Knicks mènent 77-76, San Antonio cherche Duncan, mais New York ferme la ligne de passe. La balle ressort vers Avery Johnson, et c'est ça qui rend l'action si forte. Johnson n'est pas censé être le héros, ce n'est pas Duncan, ce n'est pas Robinson, ce n'est même pas un grand shooter. Pourtant, à 47 secondes de la fin, il rentre ce tir à mi-distance qui donne l'avantage aux Spurs 78-77. Et franchement, ce shoot, il était clairement précurseur de ce que les Spurs allaient devenir par la suite. La star attire l'attention, le collectif trouve le joueur oublié, et le joueur oublié met le tir de sa vie. Derrière, Sprewell aura encore 2 occasions, le ballon ne tombe pas dedans, fin du match, fin de série, fin du rêve. Et là, l'image devient presque encore plus forte que le basket lui-même. Le Madison Square Garden se tait, la salle qui avait porté Alan Houston contre Miami, la salle qui avait explosé sur le 4-point play de Larry Johnson, la salle qui avait accompagné tout ce parcours improbable. Cette fois, elle regarde une autre équipe célébrer. Les Spurs remportent le premier titre de leur histoire au milieu du temple du basket new-yorkais. Symboliquement, c'est immense. En fait, j'ai l'impression que cette soirée, c'est celle qui a tiré le rideau sur toute la NBA des années 90. Jordan est parti, les Bulls sont terminés, les Knicks de Patrick Ewing arrivent en fin de cycle et Alan Houston et Latrell Sprewell deviennent peu à peu les nouveaux visages offensifs de l'équipe. Les vieux combats de la conférence Est s'éteignent. Par contre, à San Antonio, le début de l'aventure des années 2000 commence. 2 ans jour pour jour après sa draft en tant que numéro 1, Tim Duncan devient champion NBA.
Il devient le visage taiseux d'une ligue qui peu à peu est en train de changer, et donc forcément, quand cette affiche Spurs-Knicks revient aujourd'hui en finale NBA 2026, ça fait un petit quelque chose. Ce match-up, c'est pas juste un duel entre deux équipes, c'est une image qui réapparaît après 27 ans. Pour les fans des Spurs, c'est le souvenir du premier titre, celui qui a tout lancé. Pour les fans des Knicks, c'est le souvenir inverse, le dernier rêve avant une très très longue attente. Parce que ouais, 27 ans en NBA, c'est une vie entière. Pendant ce temps, les Spurs ont construit une dynastie, Duncan, Parker, Ginobili, Popovich, 5 titres, puis la reconstruction et Wembanyama. Les Knicks, eux, ont traversé Marbury, Amar'e Stoudemire, Melo, la Linsanity, des espoirs, des belles soirées, des faux départs, mais jamais les finales, jamais ce rendez-vous-là. Et dans ce revival en plus, il y a quand même un petit détail que j'adore. En 1999, Rick Brunson, le père de Jalen, est dans le groupe des Knicks. Pas une star, pas un héros, juste un joueur de rotation dans l'aventure. 27 ans plus tard, son fils devient le leader qui ramène New York en finale contre le même adversaire. Si vous écrivez ça dans un film, on vous dit que vous forcez, sauf que là, on y est vraiment. Ce parallèle, il est cool, mais même du côté des Spurs, on peut trouver certains points communs. Wembanyama n'est pas Duncan, leur basket n'a rien à voir, mais symboliquement, c'est puissant. En 1999, les Spurs lançaient leur empire avec un intérieur générationnel de 23 ans. En 2026, après une période de creux, ils reviennent avec un autre phénomène peut-être encore plus talentueux, comme si les grandes histoires des Spurs commençaient toujours avec un géant. Pour New York, cette finale 2026, elle va pas effacer 99, elle va pas effacer Ewing, Sprewell, Houston, Larry Johnson et surtout toutes les années de galère derrière. Mais pour les fans, elle donne de l'espoir, une nouvelle occasion d'y croire. Le Garden avait vu le rêve s'écrouler en 1999. 27 ans plus tard, il redevient le théâtre d'une finale NBA. Le scénario est fort, je veux pas parler de revanche au sens strict, mais plutôt d'une vieille blessure qu'on a enfin l'occasion de soigner au moins un peu. Au final, c'est peut-être pour toutes ces raisons que cette affiche me parle autant. Elle ramène au début de l'empire des Spurs, au vieux traumatisme des Knicks. J'adore cette sensation de ressortir un vieux dossier oublié depuis maintenant 27 ans. Et franchement, je vais être honnête, un scénario pareil, ça me donne encore plus envie de suivre ces finales à fond. Déjà que j'étais super enthousiaste. Mais vous, dites-moi franchement en commentaire, ce revival de 1999, il vous chauffe ou pour vous, c'est juste une finale comme les autres? Dites-moi honnêtement, hein, je me vexerai pas si vous avez pas la même sensibilité que moi. Je veux vraiment savoir si je suis le seul à être autant hypé par cette affiche pour ces raisons, ou alors si certains d'entre vous partagent ce sentiment. Ensuite, si la vidéo vous a plu, mettez le petit boost qui va bien, ça aide énormément l'algorithme à pousser ce format de vidéo un peu particulier. Enfin, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ces finales NBA, je vous le dis, on va les suivre à fond sur cette chaîne, et ce serait dommage de manquer ça. Allez, merci pour tout la team, merci de votre écoute, prenez soin de vous, et nous, on se retrouve direct juste en dessous dans la section commentaires.